Malek Bouti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, vous êtes membre du bureau national du PS et ancien président de SOS Racisme. Alors, Malek Bouti, faut-il, selon vous, autoriser les statistiques ethniques pour favoriser la diversité ? Évidemment que non. Je veux dire, on est en train de complètement déplacer le débat avec des intentions complètement cachées. Il y a des cartes cachées dans ce débat. Parce qu'on nous dit, oui, c'est simplement pour mesurer, ce sera une autodéclaration. Mais tout le monde a bien compris, spontanément, que derrière, le débat, c'est est-ce qu'on met à bas l'idéal républicain d'égalité de tous les individus et où les notions de race, d'ethnie, non seulement ne doivent pas être reconnues parce qu'elles n'ont aucun fondement, mais sont même dangereuses à long terme. Et quand j'entends dire oui, mais on va pouvoir compter, et là on va pouvoir aider les gens, c'est ce qu'on appelle faire un bien pour un mal sur le coup, pour inverser le propos habituel, parce que on va commencer par compter, puis on va faire des catégories, puis on va limiter ces catégories, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre du sel sur les plaies, on va exacerber les rapports raciaux, ethniques, un peu partout. Et moi je pose une question aussi simple que celle-là, dans une conjoncture où tous les mois, 100 000 personnes perdent leur travail en France. Qu'est-ce qu'on va aller expliquer ? Que telle catégorie va avoir le droit à des emplois aidés, que de l'autre non. Tout ça n'a aucun sens. On s'en sortira tous ensemble. On va tous perdre tous ensemble. Mais avoir une photo précise exactement de la société française avec les différences, ça peut pas aider justement à lutter selon vous ? Pas du tout. Mais c'est-à-dire, si ces différences avaient un fondement, je dirais, scientifique, objectif, pourquoi pas ? Mais elles n'en ont pas. Je m'excuse, elles n'en ont pas. Les différences qui sont objectives, elles existent. Quand vous êtes un enfant d'immigré, c'est un statut, vos parents ont immigré, on sait qu'ils ont immigré, c'est légal, on peut montrer, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle catégorie ? Alors, par exemple, ceux qui ont une mère polonaise, un père antillais, mais qui lui-même a des origines espagnoles, on va leur mettre dans quelle catégorie ? Quel est le sens de cette catégorie ? Quel est son objectif ? Moi, je crois que on est en train de valider par là même des théories extrêmement dangereuses et qui n'ont aucun fondement. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race. Voilà, tout ça est de l'apparence qui se modifie. Nous sommes dans des sociétés en cours de métissage. Les problèmes sont des problèmes lourds. Il y a des problèmes de discrimination. Mais on combat les discriminations. On ne les inverse pas en disant on va en faire des discriminations positives. Voilà, c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Alors le président du Conseil représentatif des associations noires, Patrick Lozès, soutient la démarche de Yazid Sabeg, estimant qu'il s'agit de statistiques, donc de la diversité, pas de statistiques ethniques, et qu'il faut arrêter de se faire peur. Alors c'est tout de même un soutien de poids pour Yazid Sabeg. Comment expliquez-vous ce soutien ? C'est normal. Vous avez aujourd'hui toute une série de gens qui se disent mais si on met sur pied une telle politique, moi, je vais en bénéficier. Et puis voilà que une génération de gens vont se retrouver à des postes de responsabilité, non pas en fonction de leur parcours, mais parce qu'ils auront leur part de quota. Donc je comprends qu'ils soient très avides de voir cette politique se mettre sur pied. Mais moi, c'est pas eux que je pense. Je veux dire, on a besoin d'élites, il faut produire des élites, on a besoin de voir des gens qui émergent dans la société, mais le mouvement est en cours. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Je veux dire, le vrai problème de fond dans la société française, c'est pas de savoir si on va avoir des chefs d'entreprise issus de la diversité dans le CAC 40, mais est-ce qu'on va pouvoir lutter contre les ghettos qu'il y a dans les banlieues ? Là, on est au cœur de l'affaire. Et dans les banlieues, il n'y a pas que des gens de couleur. Alors on a appris ce matin qu'un recensement donc piloté par l'INSEE comportant une question sur l'appartenance ethnique serait organisé en juillet en Nouvelle-Calédonie. Donc contrairement à la métropole, le sujet ne semble pas vraiment soulever la polémique là-bas. Non, d'abord on fait une confusion concernant la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de faire un recensement autour de la date d'arrivée sur le territoire. À cause évidemment des accords de Matignon sur le référendum sur l'indépendance. Et on est confronté là à une question politique qui est particulière, qui est la question nationale. La question qui est posée, c'est pas la place de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, mais bel et bien est-ce qu'elle va être indépendante ou pas, suite à ce qu'on a connu il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'est une question complètement différente. Là, ce qu'on nous propose, c'est de faire le tri entre les Français et de différencier les Français en fonction d'un critère qui est totalement subjectif, qui a aucune nature scientifique et dont on sait que la dynamique politique qu'elle comporte créera des divisions extrêmement profondes, en particulier dans les classes populaires. Parce que s'il sera bon chic, bon genre d'avoir sa petite particule de différence dans les milieux aisés, on voit bien les crispations, les jalousies, les frustrations, les affrontements que la division en ethnie ou en appartenance communautaire peut créer par exemple dans des populations qui sont aujourd'hui en difficulté économique et sociale. On ne semble pas avoir entendu beaucoup le Parti Socialiste là-dessus. Pour la simple et bonne raison que le Parti Socialiste est totalement pris à revers par le débat, parce que un certain nombre de députés socialistes ont fait une proposition de loi qui va dans le même sens de Yazid Sabeg.
et sans en référer au Parti socialiste, sans demander l'avis aux militants, sans même qu'il y ait eu un débat, comme si c'était naturel. Hein. Et alors aujourd'hui, ils se retrouvent un peu tout penaud, parce que comme la politique de la direction du PS, c'est de dire toujours niette à tout ce qui vient du gouvernement, pour une fois, ils sont d'accord. Sur un mauvais sujet, pas de chance. Donc oui, le Parti socialiste est embarrassé, mais on voit bien, c'est toute sa dynamique actuelle, où il est un peu dans un registre très très classique, puisque je suis sur cette antenne de la politique, et il aborde très peu les sujets un peu compliqués dans la société, parce que il n'a ni la souplesse d'esprit, ni la capacité d'ouverture pour aborder sereinement ce genre de débat, et donc il préfère se taire. C'est tellement plus facile de dire ah bah les riches, vive les pauvres, tout ça, parce que ça c'est simple, on sait le dire, on sait faire des tracts avec ça, mais dès que le sujet est un peu complexe et il faut prendre des risques, là il y a beaucoup plus de timidité. Alors il a tenté quelque chose, le Parti socialiste, quand même un dimanche au Zénith, Rassemblement pour la liberté, la sécurité, l'égalité. Ça a été plus ou moins un flop, les responsables du PS le reconnaissent. C'était pas le moment, selon vous? C'est pas le débat aujourd'hui? Non, ça peut être le débat. Moi, je pense que défendre les libertés pour un parti comme le Parti socialiste, c'est absolument normal. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Je pense en particulier sur la politique pénale. La faute que fait la direction du Parti socialiste, c'est d'abord de tout exagérer. C'est-à-dire de sortir un ouvrage où on met tout et n'importe quoi dedans, de la politique territoriale à la politique pénale, de l'immigration à je sais pas quelle autre chose. Donc on mélange, on diabolise, on est excessif, donc déjà on a peu de crédit et on en fait trop, et donc moyennant quoi on s'est tapé un vrai bide. Oui, donc ça démontre bien que la direction actuelle du Parti socialiste, ils le disent eux-mêmes aujourd'hui, ils pédalent un peu dans la choucroute, ils ont des difficultés, et derrière les certitudes affichées derrière les micros, il y a quand même une faiblesse de direction, c'est-à-dire dans une période de grande intensité politique avec la crise où il faut être très solide, où il faut faire des choix structurels. Il y a une tendance un peu opportuniste à vouloir sauter d'un sujet à l'autre, et ben un jour on tombe dans une flaque d'eau quand c'est moins grave, et dans une abysse si ça devient grave. Alors pour revenir un petit peu à la diversité, Malek Bouti, vous avez déjà fait savoir que vous étiez intéressé par la présidence de la HALD, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui s'oppose d'ailleurs aux statistiques ethniques. Vous considérez que la nomination de Yazid Sabek, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, remet un peu en cause le rôle de la HALD ? Non, il va falloir clarifier un peu les fonctions. Mais disons que Yazid Sabeg, il a pour l'instant un objectif très clair qui lui a été donné par le président de la République, qui est de faire des propositions, un état des lieux, des propositions. Il n'est pas dans un rôle actif, il n'est pas décideur. Et d'ailleurs, on voit bien que dans ses premiers pas, c'est là où c'est lui-même qui a créé une ambiguïté. On a l'impression qu'il s'est auto-donné un statut de ministre. Or, il faut lui rappeler qu'il n'a qu'un statut de commissaire et que son objet est de dialoguer avec tout le monde, de voir les positions, de poser le débat un peu clairement. Et en mettant en avant ses propres convictions, plutôt que l'écoute de la société, à mon avis, il a un peu précipité et crispé le débat. Donc, il va falloir clarifier. Il me semble, moi, au contraire, que l'outil de l'avenir et celui qu'on va devoir renforcer pour combattre les discriminations, c'est en premier lieu la HALD, parce que la vraie question qui est posée dans les discriminations, c'est que c'est un problème individuel et que les individus en France n'ont pas accès à la justice. C'est trop cher, c'est trop compliqué. Répondre à ces deux questions, c'est déjà avancer énormément. Aujourd'hui, vous sentez une tension particulière en banlieue? Vous craignez une explosion alors que la crise s'approfondit chaque jour un peu plus? Vous savez, compte tenu de l'état de déliquescence sociale qui existe dans les quartiers en banlieue, c'est toujours dur de pronostiquer, de dire est-ce qu'il va y avoir une explosion ou pas. Mais il me semble que on va avoir deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est clair que l'effort de la politique publique en matière d'emploi dans les quartiers vient de se briser les dents sur la crise. Comment expliquer qu'on va faire une politique spécifique dans tel domaine alors même que tout le monde est touché? Et on peut pronostiquer d'ores et déjà que l'impact de la crise en termes sociaux sera beaucoup plus fort dans ces quartiers qu'ailleurs. Parce que les filets d'amortissement, la capacité de réaction est beaucoup moins forte. Les gens sont plus en situation de faiblesse. Est-ce que ça va développer la violence en termes d'émeutes? Peut-être pas. Parce qu'à mon avis, dans les émeutes, il y avait aussi un désir, même s'il n'était pas clairement exprimé, de participer de la croissance. Alors, je crois plutôt que ça peut amplifier les phénomènes de délinquance qu'une émeute généralisée. Malheureusement, c'est là-dessus on va être confronté à des nouvelles difficultés. C'est qu'on sait très bien que quand il y a une paupérisation en particulier des moyens publics, des institutions qui sont chargées de l'encadrement, beaucoup plus de gosses échappent à l'encadrement public et sont livrés en pâture aux grands délinquants. Malek Bouti, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous êtes donc membre du Bureau national du PS et ancien président de SOS Racisme. On marque une pause sur Radio Classique avant les infocultures d'Olivier Naoumi.